Le Zoom Info sur Europe 1 et c'est donc reparti pour un tour avec un nouveau tour de vis sanitaire annoncé hier par le Premier ministre et le ministre de la Santé. Question sur l'impact que cela peut avoir. Est-ce que ces mesures sont vouées à durer dans le temps? Sont-elles aussi un moyen d'éviter une nouvelle crise à l'hôpital? Cette crise dans la crise, comme il est désormais coutume de la nommer. Nous sommes pour en parler avec Philippe Vigier, biologiste et surtout député centriste d'Eure-et-Loir, membre de la Commission des Affaires sociales. Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. Et Frédéric Bizard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'ESCP et président de l'Institut Santé, auteur d'un ouvrage, L'autonomie solidaire en santé, la seule réforme possible. C'est paru chez Michalon. Je commence avec vous, Frédéric Bizard, ce tour de vis sanitaire. Alors d'abord, vous n'êtes pas épidémiologiste, je ne vais pas vous poser des questions sur la dangerosité potentielle de cette 5e vague. Merci. Mais en revanche, son interprétation, comment vous lisez, vous, ce nouveau tour de vis sanitaire? Est-ce qu'il est voué à, comme on dit, sauver Noël, sauver l'économie avant Noël, à éviter une vague, trop plus haute que toutes les autres, parce que semble-t-il, le pic n'est pas encore atteint et elle pourrait être assez haute, cette vague-là, sans que ça se traduise par une aggravation de la situation à l'hôpital qui va pourtant extrêmement mal. On a l'impression d'une réponse des pouvoirs publics pour éviter la submersion d'un hôpital déjà fragilisé par 18 mois de crise sanitaire. Oui, alors je reviendrai sur la crise du système de santé qu'il faut différencier de la crise sanitaire. La crise sanitaire est un phénomène accélérateur du déclin, de l'effondrement de notre système de santé qui n'est plus du tout adapté à son environnement. Donc ça, je reviendrai après. Sur la crise sanitaire, je pense que ce qu'a dit le président de la République, c'est-à-dire que c'est pas hors de contrôle aujourd'hui et ce qu'il faut, c'est arriver à trouver avoir une approche graduée qui permette de passer la fin d'année, au-delà de la fin d'année, les 4-5 semaines qui s'annoncent critiques vers le pic, avec des mesures qui soient les moins impactantes, avec des effets les plus faibles possibles sur un plan économique, mais aussi sur un plan social, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui sortent actuellement et qui montrent la fatigue psychologique, les troubles psychosociaux d'une partie importante de la population. Donc je crois que le gouvernement recherche un point d'équilibre entre tout ça. Et moi, j'ai trouvé que les mesures d'hier étaient relativement équilibrées. Le point critique aujourd'hui, c'est le pic épidémique chez les enfants, avec des taux qui sont très importants. Et on sait là aussi sur les conséquences de la fermeture des écoles. Donc moi, je suis assez favorable à essayer de renforcer avec le masque, avec des mesures barrières, et tenter de ne pas avoir à fermer l'école avant les vacances. Philippe Vigier. Oui, ces mesures sont graduées. Il fallait les prendre. Parce qu'il y a 45 000 cas positifs par jour, que les urgences, ça y est, on a passé le cap de 2100 personnes. On ne connaît pas la vague qu'on a connue l'année dernière. Je rappelle qu'il y avait 7500 personnes qui étaient en réanimation. Mais il fallait le prendre aussi pour protéger le personnel hospitalier qui a tant donné depuis 20 mois. On oublie, et moi je n'oublierai jamais, que eux sont en première ligne. Il ne suffit pas de les applaudir à 20h, il ne suffit pas de les récompenser comme on l'a fait avec les Ségur. Il faut qu'ils tiennent. Et donc là, et on sait qu'il y a ces fêtes de Noël qui sont un moment d'interaction sociale très forte. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Il y a eu un relâchement, et le relâchement il est effectif. Il suffit de voir les terrasses à Paris, à La Rochelle, quand on regarde les photos, on voit ce qui se passe. Et ça c'est normal. Tout le monde l'a fait, c'est naturel. Mais c'est naturel parce que tout le monde a été privé. Tout le monde a tellement été privé de spectacles, de capacité à voir ses amis. Bref. Donc, il fallait naturellement prendre ces mesures. Pour l'école, je partage ce que vous avez dit. La France peut s'enorgueillir du fait que c'est le pays d'Europe où on a le moins fermé l'école. En revanche, les enfants, je le constate, parce que un matin j'étais encore dans mon laboratoire, et qu'est-ce qui se passe? C'est l'explosion du nombre de cas, il est chez les enfants. Alors il y a l'affaire de la vaccination qui arrive, normalement à partir du 15 décembre, pour les enfants qui sont avec un risque particulier, on pourra les vacciner, et ensuite on pourra vacciner les enfants. C'est le seul moyen, parce que c'est très bien que les enfants, par définition, il y a des effusions avec les parents, les embrassades, les grands-parents, donc il y avait un vrai risque qu'il fallait essayer d'endiguer pour les fêtes de Noël. Je pense que ces mesures vont permettre de passer ce cap très difficile. Il faut le faire pour le personnel soignant, et il faut le faire parce qu'on ne peut pas aller plus loin. 40 000, 50 000 cas par jour, c'est déjà énorme. Au titre des séquelles de la crise, les Échos publient ce matin les résultats d'une enquête menée auprès des proviseurs et principaux de collèges et lycées qui constatent une détérioration massive de la réussite scolaire. D'une certaine manière, c'est peut-être un semi-échec parce qu'on n'a pas fermé les écoles. Ça n'empêche pas le niveau de baisser, l'anxiété des élèves de grimper, etc. aussi, Frédéric Bizard. Alors, encore une fois, je ne sais pas si on peut parler d'échec. La crise sans séquelles n'est pas possible. Non, mais
la question, moi je crois qu'on rentre dans une nouvelle crise, qui est la crise post-Covid, même si on est encore dans le Covid, qui sont tous les impacts de ces confinements à répétition. On pourra refaire les leçons à tirer, et je pense qu'il faut en tirer, notamment pour le système de santé. Mais là, on a vraiment la gestion d'une crise sociale, d'une crise de ceux qui ont été dans les réanimations et qui sont affaiblis, de ceux qui ont eu un Covid long, de ceux qui ont décroché, des jeunes qui ont des troubles psychosociaux parce qu'ils se sont retrouvés enfermés. Bref, c'est toute cette crise-là, à mon avis, qu'il faut gérer et qui, je pense, faut pas gérer comme ça au fil de l'eau. Je pense qu'il y a un vrai plan à avoir, une vraie réflexion de fond sur la gestion de cette crise, entre guillemets, post-Covid, même si j'ai bien conscience que le Covid est encore là. Entrez dans les détails, justement, Frédéric Bizard. Qu'est-ce qui a échoué? Qu'est-ce que l'on a mal fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gérer... D'abord, on avait un système de santé qui n'était pas préparé, qui n'était pas assis sur la santé publique, c'est-à-dire une approche populationnelle qui est assise sur les soins, qui est assise sur les soins en particulier, les soins hospitaliers. Donc, il faut vraiment revoir notre organisation de santé publique. On ne va pas rester, si je prends juste un exemple, la gouvernance, on ne va pas rester avec une gestion à partir d'un conseil de défense qui n'est quand même pas là pour gérer la santé publique au quotidien. Ou alors, ça pose problème. Donc, il faut repenser notre organisation en matière de santé publique pour que l'État soit armé, non pas d'une armée d'agences comme on a et qu'on a vu parfaitement inefficace par rapport à la gestion de cette crise, mais d'une grande agence comme vous avez dans un certain nombre d'autres pays comme l'Allemagne et l'Angleterre, de l'Agence nationale de santé publique, qui donne une vision et une capacité à l'État de pouvoir anticiper. On voit bien qu'on a une grande difficulté parce que nous n'avons pas les instruments pour. Et par exemple, un instrument qui pourrait être mis en place, c'est une loi de programmation sanitaire à 5 ans. Vous savez qu'on gère la santé année après année sur des budgets, donc avec une approche comptable. Ce que dénoncent tous les soignants, puisque tout ça redescend jusqu'aux professionnels de terrain qui voient bien qu'on pilote cette santé à partir de fichiers Excel, et ce qui est absolument répulsif pour eux. Oui. Voilà un exemple. Mais donc, Philippe Vigier, vous partagez cette idée d'une planification. Écoutez, il faut un plan comme le ministère des Armées en a une. Là où vous avez raison, c'est que, vous savez, moi je suis l'auteur de 3 propositions de loi sur l'accès aux soins et une commission d'enquête parlementaire. Si vous mettez la crise Covid, qu'en plus vous rajoutez l'accès aux soins dans ce pays qui n'est pas assuré, et s'il y a un sujet où on a été bon, honnêtement, en 2021, c'est la gestion de la crise sanitaire si on regarde par rapport aux autres pays d'Europe. Je ne vous dis pas ce qui va se passer dans les prochaines années sur l'accès aux soins, notamment la désertification médicale, parce que c'est un mot qui ne frappe pas la ruralité profonde, qui frappe également Paris. Dans Paris 20e, on a un problème de médecins. Donc on a une organisation générale complète à repenser. Les agences régionales de santé, il y a eu des dysfonctionnements absolument majeurs. Mais est-ce que c'est le moment d'engager ces réflexions de réorganisation? Il faut d'abord sortir de cette pandémie que nous vivons. Deuxièmement, il faudra poser rapidement, ça fera partie, me semble-t-il, des chantiers présidentiels, une nouvelle organisation. Quand vous voyez, vous avez Santé publique France, d'un côté. De l'autre côté, vous avez la Direction générale de l'offre de soins. Troisièmement, vous avez un nombre absolument incalculable de directions qui s'occupent, jusqu'à d'ailleurs à Bercy, quand on regarde comment en matière d'organisation des soins on s'y prend. Et puis il y a ce cloisonnement public-privé qui continue d'exister, qu'il faudra faire sauter d'une façon ou d'une autre, parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. On a bien été content d'aller chercher des professionnels du privé pour aider le public. Et d'abord, il y avait un très bel article dans le journal du dimanche, il y a 3 semaines, dans lequel on faisait état du fait qu'il manquait 135 000 professionnels de santé à l'échelle 2030. C'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire aussi de collectivités comme la région, dont je rappelle que depuis 2004, la compétence en matière des formations sanitaires et sociales leur a été donnée pour former des infirmiers, pour former des aides-soignantes. On manque aussi de professions intermédiaires, de bac plus 5, de bac plus 6. On a un système qui ne repose que sur le médecin tête de pont, bac plus 10 ou bac plus 12. Ça ne pourra pas continuer ici. Enfin, intervenir, mais quand même. Parce que les histoires de dépenses, non mais c'est très important, parce qu'en fait, c'est une logique comptable. Cette année, on met 3,8% d'augmentation du PIB, vous savez, pour les dépenses de ce qu'on appelle l'ONDAM, les dépenses d'assurance maladie. Pour la première fois, on n'avait jamais vu ça auparavant. Sous M. Hollande, c'était 1,6, 1,7, on collait à l'inflation. Vous avez des hôpitaux avec des dettes colossales. Donc on met 20 milliards d'euros pour les aider à investir. Donc il faut un plan. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Une programmation pluriannuelle à 5 ans. Mais il faut un modèle organisationnel complètement nouveau à repenser. Si on ne fait pas cela, ça sera l'échec total. On marque une courte pause. On revient dans un instant dans ce débat sur le système de santé à nouveau mis à rude épreuve par cette 5e vague de Covid. À tout de suite. Europe 1.